Les villes canadiennes ressemblent beaucoup aux villes des États-Unis. En réalité, comme aux États-Unis, certaines villes sont originales, avec leur propre style, et d'autres, au contraire, correspondent parfaitement au schéma type de la ville états-unienne. Chapitre 1. Schéma type. Alors, quel est ce schéma type? La ville est souvent à proximité d'un coin d'eau, comme un fleuve, et on a un centre-ville où on trouve des gratte-ciels. Autour, on a une zone avec de petits immeubles, puis tout autour, c'est d'immenses banlieues pavillonnaires. À certains endroits, on trouve de grandes zones industrielles et commerciales, puis à l'aéroport et des autoroutes. Ce schéma correspond à une typique ville des États-Unis ou du Canada. Ici, j'ai pris un exemple canadien, c'était Calgary, mais ce schéma aurait très bien pu fonctionner aux États-Unis. S'il est si facile de différencier les différents quartiers, c'est parce que les États-Unis et le Canada pratiquent le zonage, soit la volonté de faire que chaque quartier n'ait qu'une seule fonction. Dans le quartier résidentiel, il y a des maisons, mais pas de commerce. Dans le quartier commercial, il n'y a pas de résidents. C'est un système très différencié spatialement, conçu pour la voiture. Mais on verra tout cela plus précisément dans chaque chapitre. Le Canada compte de nombreuses villes. 6 sont des agglomérations millionnaires: Toronto, Montréal, Vancouver, Ottawa, Calgary et Edmonton. On peut compter aussi Québec et Winnipeg, qui comptent chacune 800 000 habitants avec leur banlieue. Voici les 8 plus grandes agglomérations de ce pays. Chapitre 2. Centre-ville. Chaque ville a un centre-ville avec des gratte-ciels. C'est du moins le schéma type de la ville nord-américaine. Calgary, en tant que ville exemplaire, ne déroge pas à la règle. Il y a beaucoup de gratte-ciel. Le Brookfield Place est le plus haut avec 247 mètres. Il date de 2017, ce qui est assez récent. 5 gratte-ciels dépassent les 200 mètres de haut. L'un d'entre eux date du XXe siècle. C'est le Suncor Energy Center, de 1984. Plus haut gratte-ciel de la ville jusqu'en 2012. Ce sont des gratte-ciels de 2 générations différentes. On peut dire qu'il y a eu 2 époques, une autour des années 80 et une autre autour des années 2010 pour la construction de ces tours urbaines. À Calgary, on compte 20 gratte-ciels de plus de 150 mètres, ce qui est équivalent à des villes comme Dallas ou Seattle. Ce qui est beaucoup car Calgary compte 1,5 million d'habitants dans son agglomération, là où Dallas est plutôt à 5 millions, voire 7 millions, Seattle c'est plutôt 3,5 millions. Le centre de Calgary est donc plus dense par rapport à sa population, en comparaison à d'autres villes états-uniennes. Mais on remarque aussi beaucoup d'espaces de stationnement, des terrains à peine exploités, à côté de parcelles où il y a de la verticalité. C'est un paradoxe que l'on retrouve dans beaucoup de villes nord-américaines et qui prouve leur dysfonctionnement. Il n'y a pas de raison de densifier au maximum sur un terrain et de laisser une place vide juste à côté pour garer des voitures, alors qu'on peut construire des garages souterrains. N'oublions pas, construire 2 immeubles de 100 mètres sera toujours moins cher qu'un seul immeuble de 200 mètres. Et juste à côté, on a des zones avec des petits immeubles de 2 ou 3 étages maximum. En ville, la route est très large, il faut beaucoup de voies pour les voitures, et les trottoirs sont ridicules. Ils sont même vides, il n'y a pas de piétons, ce sont des villes qui ne sont pas adaptées à la marche à pied. Ces centres-villes ont exclusivement des bureaux. On n'y vient que pour travailler, et c'est dommage car avec la hausse du télétravail, il est moins utile de se déplacer jusqu'à son bureau. Les villes nord-américaines connaissent une véritable crise du bureau vacant. La crise des bureaux est une crise mondiale. Partout dans le monde, il commence à devenir inutile. Mais à Calgary, c'est tout son centre-ville qui est en train de devenir inutile. Alors on commence à transformer des locaux en appartements. Par exemple, The Cornerstone était à l'origine un immeuble de bureaux, ici en 2022. 2 ans plus tard, le voilà devenu un immeuble résidentiel. La forme est la même, mais il a fallu rajouter des balcons, changer les fenêtres, tout repeindre, sans compter l'intérieur. Et ailleurs au Canada? À Edmonton, c'est pire, il y a encore plus d'espaces vides remplis par des stationnements, et quelques gratte-ciel au milieu. À certains endroits, il n'y a rien, juste de la pelouse, c'est même pas un parc, juste de l'herbe qu'on a laissé pousser. Même les villes plus petites, comme Regina ou Saskatoon, dans la Saskatchewan, ont ce système avec de gros immeubles au centre et du vide autour. Le gratte-ciel n'a en réalité qu'un objectif esthétique. Quand on voit Saskatoon avec ses quelques tours de verre près du fleuve, on peut voir une ville moderne et dynamique. C'est une illusion car en réalité, le reste de la ville est très vide, mais ça donne une image. Et quand on n'a rien, on fait avec ce qu'on a. Pareil pour Winnipeg, ville typiquement nord-américaine. Et les autres grandes villes du Canada? C'est un peu différent. À Ottawa, la densité est mieux répartie qu'à Winnipeg. Les immeubles sont moins hauts et il y a moins d'espaces vides inutiles. Mais il y en a quand même, ça reste une ville nord-américaine. À Toronto, il y a beaucoup de gratte-ciel. On est dans une logique nord-américaine où il faut construire beaucoup de tours. Mais on peut avoir un immeuble très haut à côté d'un autre tout petit. On peut dire que Toronto suit des modèles comme Chicago ou New York avec un centre très densifié. 108 gratte-ciel dépassent les 150 mètres à Toronto, la 3e ville nord-américaine après New York et Chicago. Mais dès qu'on sort du centre, c'est du plat. Par contre, tout est fait pour la voiture. Les 3 grandes villes restantes sont des cas particuliers qui s'éloignent de la logique nord-américaine.
Vancouver est assez étrange, le centre a beaucoup de gratte-ciel de bureaux, mais on trouve aussi beaucoup d'immeubles d'habitation. Et ce sont parfois de grands tours. Mais à côté, on peut avoir de petits immeubles, voire des parcelles vides, et là encore, tout est conçu pour la voiture. À Québec, le centre-ville est un centre-ville historique, avec des petites ruelles. Ça pourrait être piéton, mais ça ne l'est pas. Il n'y a pas vraiment de gratte-ciel, quelques tours à côté du centre historique, mais c'est tout. Mais malgré sa vieille ville, ça reste un coin très nord-américain. Il y a même une grosse voie rapide qui arrive jusqu'au Vieux-Québec, puis des bâtiments ou stationnements, et peu d'espaces piétons. Et Montréal, enfin, a deux centres-villes. Il y a celui historique, avec des petites rues, puis il y a celui avec les gratte-ciel, dont 16 dépassent les 150 mètres, soit beaucoup moins qu'à Toronto. Même si Montréal a une logique plus européenne, elle reste profondément nord-américaine. Chapitre 3, les banlieues dortoirs. La grande spécialité des États-Unis, c'est d'avoir développé d'immenses quartiers avec seulement des pavillons. Le Canada a fait la même chose, ici la voiture est une nécessité, impossible de se séparer sans, ou sinon il faut marcher pendant des heures. Par exemple, ici à Surrey, dans la banlieue de Vancouver, on peut voir plein de petites maisons individuelles. Mais à Vancouver, on aime bien faire des immeubles de grande hauteur. Donc même à Surrey, on peut trouver un gratte-ciel d'habitation juste à côté d'un petit pavillon de banlieue. C'est assez étrange car on peut avoir un quartier avec plein d'habitants, avec ses tours. Mais aucun commerce, c'est juste vide. Vancouver est très particulière, mais Edmonton est plus classique. C'est du pavillon de banlieue à l'infini. Pareil pour Calgary, pareil pour Winnipeg, etc. Ce système pose de nombreuses contraintes que l'on retrouve aussi aux États-Unis. Avec la très faible densité d'habitation, être raccordé à un réseau coûte plus cher. Si vous devez ramener un câble de fibre internet jusqu'à un quartier, il faut faire plus de kilomètres. À Montréal, tout cela coûtera moins cher par habitant. Et c'est pareil pour l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Plus on densifie, moins il y a de lignes à créer. À Québec, qui se comporte comme une grande ville, il y a une zone avec une plus haute densité d'habitation. On peut voir de petits immeubles proches du centre avant d'aller dans les quartiers pavillonnaires. Ce sont de petits immeubles ayant rarement plus de 3 étages. Cette logique se retrouve à Montréal où il faut plusieurs kilomètres avant de trouver de premières zones pavillonnaires. Les immeubles sont assez nombreux, mais à Toronto, dès qu'on sort du centre-ville, on est dans une logique du petit pavillon, le changement est plus rapide qu'à Montréal. Montréal et Québec, étant des villes plus historiques, ont eu plus de temps pour densifier leur ville. Les banlieues sont apparues à une plus grande distance, là où à Calgary, la banlieue pavillonnaire est à quelques pas des gratte-ciel. Mais rien n'empêche Montréal et Québec d'avoir de grandes banlieues pavillonnaires un peu plus loin. Comme ici, Boucherville, banlieue montréalaise avec ses petites maisons. Cette logique du pavillonnage se retrouve dans toutes les villes, même les plus petites, même au Québec. Par exemple, ici à Saint-Prosper, 3500 habitants, entièrement composé de petits pavillons. Il n'y a pas vraiment de centre-ville, à moins que ce soit là où il y a la mairie et l'église. Chapitre 4, zone industrielle et commerciale. Il existe des commerces de proximité dans les grands centres-villes canadiens, à Toronto, Vancouver ou Montréal. Ailleurs, c'est plus compliqué. On a souvent une petite zone commerciale à proximité des quartiers pavillonnaires. Si on prend par exemple le quartier La Flèche à Longueuil, dans la banlieue de Montréal, on n'a que des habitations pavillonnaires. Les rares bâtiments, qui ne sont pas des maisonnettes, sont souvent des écoles ou centres sportifs. Puis on a les commerces le long de la grosse route. Les gens qui habitent dans ce quartier sont pratiquement obligés de prendre la voiture pour aller faire des courses. En même temps, tout est pratique en voiture dans ce genre de quartier. Rien à voir avec une ville européenne où il y a des zones piétonnes avec plusieurs commerces. Après, il y a des zones encore plus grandes, où on trouve commerce et industrie, il y a des dépôts, des entrepôts, des usines, des entreprises dans le bâtiment, etc. Ces zones sont grandes, elles occupent un grand espace dans la ville, même si ce n'est qu'une petite proportion du total vu que les banlieues pavillonnaires prennent tout le reste. Chapitre 5, zonage divisé. Toute cette division est due à un zonage spécifique, utilisé aux États-Unis et au Canada, mais au Canada on commence à évoluer par rapport à ça. Les provinces créent les règles de zonage et ce sont les communes qui choisissent quelles zones appartiennent à quel zonage. Mais le Canada tend d'évoluer. Une des politiques d'urbanisme les plus connues est le vancouverisme. C'est un système qui conteste ce zonage, il prend son nom de la politique urbaine de Vancouver, qui cherche à densifier les logements en construisant de grandes tours d'habitation où sont présents des commerces. Grâce à cette densité, Vancouver est une ville moins dépendante de la voiture. Certains quartiers ont pu se développer à une échelle plus humaine. Elle est ainsi régulièrement classée comme une des villes avec la meilleure qualité de vie au monde. Évidemment, ces classements de vivabilité sont tout à fait contestables et peuvent ne concerner que les populations les plus aisées. Toronto a beaucoup évolué à son tour, privilégiant de plus en plus les zones mixtes, avec à la fois des résidences et des commerces, le plus souvent en cherchant à densifier à proximité des transports en commun. Là où à Montréal, la mixité était déjà une norme depuis bien longtemps, avec son style très européen. En bref, par son côté européen, Montréal avait bien avancé sur cette mixité, bien avant Toronto ou Vancouver. Ça n'empêche sa banlieue d'être raisonnée,
tout comme le reste du Québec. Chapitre 6, transports urbains. S'il y a bien une chose qui permet actuellement de différencier les villes canadiennes des villes états-uniennes, c'est la diversification des transports en commun. À Calgary, qui compte 1,5 million d'habitants, on trouve un métro léger, c'est le C-Train. Il est composé de 2 lignes ouvertes en 1981 et 1985. C'est le métro léger le plus fréquenté du Canada, et même de la zone États-Unis-Canada. Par exemple, à Dallas, qui compte 5 millions d'habitants, voire plus, il y a 4 lignes de métro léger, mais il est 4 fois moins fréquenté. Calgary est certes très fréquenté, mais si on devait comparer un tramway français, ça serait l'équivalent du tramway de Montpellier, dont la taille du réseau est similaire. Alors que Montpellier a une agglomération plus de 2 fois plus petite. Calgary reste une ville nord-américaine, d'ailleurs les stations de métro sont accessibles en voiture, vu qu'il n'y a aucune densité en banlieue. D'autres villes ont leur métro léger, comme Edmonton et Ottawa. Et on trouve même un tramway à Toronto. On peut donc dire que les villes canadiennes ont des transports plus développés par rapport à la population que les villes des États-Unis. Vancouver, elle, dispose d'un métro aérien automatique depuis 1985, c'est le SkyTrain, avec 3 lignes. Les 2 dernières ont ouvert en 2002 et 2009. Un métro bien fréquenté qui permet de relier le centre-ville et certaines banlieues. Il participe à la cohésion sociale de la ville et la politique de vancouverisme. À certains métros, des tours d'habitation ont été érigés, pratique pour vivre sans voiture. Mais les quartiers restent des zones peu adaptées aux piétons, grosses routes, peu de trottoirs. Toronto et Montréal ont des métros lourds, parmi les plus fréquentés d'Amérique du Nord, juste derrière New York et Mexico. Ils ont chacun plus de 330 millions de voyages par an. Conclusion. Les villes canadiennes ressemblent beaucoup aux villes des États-Unis, mais en proportion, elles disposent de plus de services pour les transports en commun et s'ouvrent plus facilement à une mixité des zonages, là où les États-Unis sont encore bien en retard. Mais malgré ces évolutions et malgré le fait que Vancouver puisse être considérée comme une des villes avec la meilleure qualité de vie au monde, les villes canadiennes restent des villes profondément dépendantes de la voiture, où les centres-villes sont encore de simples bureaux délaissés dès que la nuit tombe. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous ou mettez un pouce bleu et à la prochaine.